Quelles sont les 5 erreurs que tu ne dois surtout pas commettre si tu veux réussir ton projet immobilier? Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'investissement immobilier, que tu aimerais savoir quels sont les pièges dans lesquels tu ne dois pas tomber, quels sont les éléments que tu dois absolument éviter pour ne pas foirer ton projet, ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Et si aujourd'hui tu t'intéresses à l'investissement immobilier, ben je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que justement je vais te partager pas mal d'infos sur le sujet. Alors, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, selon moi, il y a 5 éléments qui peuvent vraiment tout faire foirer sur ton projet. Le premier élément, c'est le choix du bien. Alors, dans le choix du bien, il y a deux éléments qui rentrent en considération. C'est tout d'abord le choix du bien en lui-même, c'est-à-dire dans quel type de bien tu vas te positionner. Alors, je sais, souvent les gens se disent, bon ben, avant de te lancer dans un projet immobilier conséquent, je vais commencer par un petit projet sur lequel je vais me faire la main, je vais acheter un petit studio, un petit parking, etc. Et puis comme ça, je vais me familiariser avec le sujet. Et quand je serai opérationnel, j'irai sur un projet plus conséquent. Selon moi, c'est une grosse erreur parce que ça te fait juste perdre du temps. Alors moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai commencé par un petit studio au départ. Après, j'ai fait un deuxième studio, j'ai investi dans un deuxième projet. Et très rapidement, je me suis rendu compte que à ce rythme-là, je n'allais pas pouvoir atteindre mon indépendance financière très rapidement. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux immeubles de rapport que je me suis dit, mais en fait, l'effort en termes de temps, en termes d'énergie que je fournis pour à la fin obtenir un petit studio, c'est quasiment le même effort que je vais fournir pour avoir un immeuble et avoir un résultat qui sera 10 fois supérieur du côté des immeubles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les personnes que j'accompagne, je leur dis les gars, on arrête de perdre du temps avec les histoires de petits studios, on part direct sur les choses sérieuses, c'est-à-dire les immeubles, et on évite de perdre du temps sur des petits projets. Alors, je sais que c'est une idée reçue, tu te dis, oh, ben oui, mais non, c'est plus compliqué, etc. Je te dirais que Nini, si tu as les bonnes informations, les bonnes stratégies, ben, lance-toi directement sur une œuvre parce que, un, c'est plus sécurisé. Parce que comme tu as plusieurs appartements, ben, tu as moins de risques de te retrouver avec un locataire qui ne te paye pas. En plus de ça, tu peux mutualiser les coûts. Et en plus de ça, le bien, comme tu l'as acheté au prix de gros, parce que quand tu achètes un immeuble, ben, tu achètes à un prix beaucoup plus attractif que si tu as acheté un petit studio. Parce que les studios, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter ce genre de bien. Il y a déjà les primo-accédants, mais aussi les autres investisseurs qui vont investir dans ce genre de biens. Donc autant te dire que tu as beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'éléments qui font que les petits studios, les petites surfaces seront beaucoup plus chères et donc beaucoup moins intéressantes. En tout cas, ce sera très, très difficile de faire une opération rentable avec ce genre de projet. Donc, moi, je dirais, premièrement, faire attention au type de bien sur lequel tu vas te positionner. Mais toujours dans le type de bien, il faudra aussi choisir la bonne ville dans laquelle tu vas acheter ou en tout cas dans laquelle tu vas faire ton investissement. Souvent, j'entends des gens me dire, ben Kenzie, moi j'aimerais investir dans l'immobilier, mais j'ai envie d'acheter en région parisienne parce que je sais que là, il y a de la demande et là, je suis sûr de louer. Alors oui, quand tu achètes en région parisienne, tu es sûr de louer, mais le problème de la région parisienne, c'est que c'est un océan rouge. Tu as énormément d'investisseurs sur ce secteur, tu as énormément de personnes qui veulent se lancer là-bas, et en plus de ça, tu as énormément de contraintes. Donc, pour moi, aujourd'hui, celui qui veut générer du cash flow, je te parle de vraiment générer du cash sous et trébuchant, là, tu vois, genre, de faire une opération qui te permet de pouvoir te dire, OK, au bout d'un an ou deux, le truc te permet soit de te dire, OK, tu as fait un investissement, tu le ressens au niveau de ton porte-monnaie. Selon moi, faire un projet en région parisienne ou en tout cas dans une très grosse métropole, c'est pas forcément le meilleur deal, le meilleur move, puisque les biens en région parisienne ou dans des grosses métropoles sont super chers, sont méga chers. Alors, ça peut arriver sur un malentendu que tombes sur une bonne opération, mais ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne, qui même s'ils vivent en région parisienne, même si elles vivent en région parisienne, vont en général partir sur des biens qui sont en province, parce que c'est là où les prix au mètre carré seront abordables. Et en plus de ça, vont choisir des immeubles parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir une meilleure rentabilité sur le projet. Donc ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, c'est d'avoir une mauvaise négociation sur ton projet. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si tu tombes sur un projet que tu n'as pas fait tes calculs, que tu fais que tu te dis, ok, ben, je sais pas,
le bien il est à 150 000, ben, je propose 10% moins cher ou 20% moins cher. Alors, comme je vois souvent sur les réseaux, on te dit, ouais, ben, il faut proposer 20%, négocier à 20% du prix affiché. Alors oui, peut-être que à- en faisant cette offre-là, ce sera effectivement plus intéressant que si tu avais à payer au prix. Mais est-ce que le fait d'avoir baissé de 20% le prix du projet, en tout cas du prix qui était affiché, est-ce que ça te permet d'être sûr que le bien que tu as acheté est vraiment intéressant ou en tout cas est-ce que c'est une opération rentable? Pas sûr. Donc c'est pour ça qu'au lieu de te dire je vais simplement faire euh, je vais essayer de gagner 30% sur le prix qui est affiché, déjà commence par connaître les prix du marché du bien dans lequel tu veux investir. Si tu achètes, je sais pas, à Lyon, ben commence par regarder sur des sites comme Meilleur Agent. Ok, combien coûte le prix au mètre carré là-bas? Et en fonction du prix au mètre carré, tu as simplement à faire une multiplication pour savoir combien ce bien-là te coûtait au maximum. Et à partir de là, tu peux faire une négociation. Mais si tu ne maîtrises pas le prix au mètre carré du bien, même si tu baisses de 20% ou 30%, ça se trouve peut-être que tu es encore trop cher. Et peut-être que si tu n'as pas, je sais pas, fait des plans pour essayer de te projeter sur le bien, voir combien de logements tu pourras faire, ben peut-être que tu seras encore trop cher. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, il est super important de maîtriser le prix du marché, mais aussi de savoir se projeter sur le bien sur lequel tu vas te positionner, voir combien de logements tu vas pouvoir réaliser dans ce bien-là, si tu investis dans un immeuble. Et si c'est un petit appartement que tu as acheté, bon, j'espère que pas. En tout cas, si tu as fait une opération comme ça, l'idée c'est de savoir combien ça va te rapporter pour savoir combien tu dois payer au maximum pour que ce soit intéressant pour toi. Si tu pars en te disant, ben, c'est pas grave, je paye le prix actuel, mais je sais que je vais faire des travaux, donc du coup, je pourrais gagner un peu plus d'argent plus tard, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que comme on dit souvent en immobilier, le moment où tu gagnes de l'argent, c'est le moment où tu achètes le projet. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Troisième élément, troisième erreur à ne pas faire, c'est au niveau du financement. Alors, il y a plusieurs erreurs que tu peux faire au niveau du financement. La première erreur que tu pourrais faire, c'est de ne pas, par exemple, pas te lancer tout de suite parce que tu te dis que tu as pas encore suffisamment d'épargne. Donc, tu te dis, ben, je vais attendre encore du moins un an ou deux, le temps d'avoir 20, 30 000 euros de côté. Ça, c'est une erreur. Deuxième erreur, c'est de se dire que, ok, tu vas pas te lancer parce que le taux est trop élevé et que tu attends que les taux diminuent pour pouvoir te positionner. Ça, c'est une grosse erreur parce que quand tu fais de l'investissement locatif, le taux, en vrai, on s'en fiche, puisque le bien sera payé par les locataires. Et donc, toi, même si tu devais mettre, je ne sais pas, un apport de 10% sur le projet, ben, en fait, au ratio, au cap, du moins, le rapport entre l'investissement que toi, tu auras fait et le capital que tu auras à la fin de ton projet, ben, ça n'a, du moins, il n'y a pas de commune mesure. En cours, il n'y a même pas de question à se poser. Donc, pour moi, la notion du taux, elle se pose que quand tu achètes ta propre résidence principale, parce que c'est toi qui vas payer ces intérêts-là. Mais quand c'est un locataire qui paye ces intérêts-là, en vrai, on s'en moque du tout. Troisième élément que je peux, du moins troisième erreur que tu peux faire aussi au niveau du financement, c'est de mal négocier par exemple ton différé en imaginant que tu décides de lancer ton projet et que tout de suite tu commences à rembourser alors que tu dois encore faire des travaux, ben, tu peux te retrouver un petit peu dans le rouge avec tes finances. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien négocier tous ces éléments-là pour faire en sorte que tu puisses commencer vraiment à rembourser ton projet quand tu auras quand tu auras des revenus qui rentrent. Parce que moi, que je préfère limite avoir un projet avec un taux, je sais pas, à 5% et avoir un différé de 25, du moins de 24 mois que de me dire, OK, j'ai un taux à 1% et par contre, je dois rembourser tout de suite. Là, c'est pas du tout le bon deal. Donc, moi, ce que je te dirais, les éléments sur lesquels tu dois te focaliser, c'est un, la durée du remboursement. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus judicieux d'avoir la durée la plus longue possible pour avoir des mensualités la plus faible possible et avoir le différé le plus long. Si tu as ces deux éléments-là, après le reste, pour moi, c'est que de la littérature. Quatrième erreur que tu pourrais faire quand tu vas te lancer dans ton projet, c'est de mal choisir ton artisan. Alors,
Même avant, du moins, c'est la partie travaux. Voilà. C'est au niveau des travaux. Au niveau des travaux, il y a plusieurs erreurs que tu peux faire. Première erreur, c'est de mal choisir ton artisan. C'est de prendre, je dirais, je vais l'appeler comme ça, un bras cassé, c'est-à-dire un mec qui vient d'ouvrir sa boîte et tout, qui n'a pas de compétences. Et comme il était moins cher, tu t'es dit, ok, ben je prends lui, voilà, parce qu'il est moins cher. Alors, mal choisir ton artisan en immobilier, c'est l'une des plus grosses erreurs, je dirais presque fatales, rédhibitoires que tu pourrais faire, parce que si tu as un artisan qui ne tient pas la route, qui t'abandonne ton chantier, là, ça peut te faire très très mal à ton porte-monnaie. Deuxième erreur, c'est de te dire, tu vas essayer de faire les travaux toi-même. Pour économiser 2 000 à 3 000 euros, ben, tu vas faire ton projet toi-même et tu vas commencer à venir tous les week-ends pour pouvoir essayer d'avancer sur ton chantier. Alors, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que, un, ça te fait perdre du temps sur ton chantier, parce que du moins, toutes les heures ou tous les jours sur lesquels ton projet du moins, tous les jours où ton projet est à l'arrêt, c'est des jours de location que tu perds. Et moi, j'estime que si, euh, en gros, tu te dis, ok, tu veux économiser 500 euros d'un côté parce que tu vas faire des travaux toi-même, mais que ça va te faire perdre 3 semaines de travaux, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mieux vaut payer un artisan dont c'est le métier de faire ce genre de choses, qui va suivre du moins qui va faire tes travaux et au bout d'un mois, 2 mois, le projet est fini, là tu peux exploiter. Alors que tu vas traîner le truc pendant 6 mois, un an pour essayer d'avancer sur les travaux et tu vas pas pouvoir finir. Moi j'ai un gars que j'ai eu récemment au téléphone qui me dit ouais Kenzie, ça fait un an que j'ai acheté un immeuble. Là je suis je suis en train de rénover le deuxième appartement. Il a 8 appartements, ça fait un an, il a fait juste un appartement. T'imagines le bordel, tu vois. Il aurait pris l'artisan pour pouvoir faire les travaux. Là, l'immeuble entier serait déjà terminé. Et là, il serait en train d'encaisser du cash sur tout son projet. Donc, euh, très mauvaise idée. Alors, je sais que ça peut tenter plusieurs personnes de se dire, OK, ben moi, je touche un peu, je peux essayer de bricoler. Non, on n'a pas le temps pour bricoler, là. Ça doit aller vite. Donc, oublie l'histoire de, ouais, je dois faire les travaux toi-même. Ça, c'était la quatrième erreur. Cinquième erreur que je vois souvent des gens faire, c'est de mal choisir la partie fiscale. C'est-à-dire que tu vas te lancer sur l'immobilier, mais en fait, tu vas simplement, par exemple, faire une SCI parce que tu as vu des gens faire une SCI. Ton pote t'a dit, ouais, ben, j'ai fait une SCI, bon, ben, je fais une SCI. Ou telle personne t'a dit il a investi via telle société, toi, tu veux faire telle société. En fait, avant de, de choisir la fiscalité de ton projet, il faut que tu saches quel est ton objectif. La personne qui, par exemple, est aujourd'hui, je ne sais pas, médecin ou qui a une profession libérale, qui gagne très très bien sa vie, mais qui n'a pas prévu d'arrêter son boulot, me dit, OK Kenzie, je veux créer une SCI euh, pour pouvoir justement continuer de grossir mon patrimoine, mais j'ai pas forcément besoin d'argent là, je veux juste grossir mon patrimoine. Bah oui, cette personne-là, je lui dirais, ok, vas-y, fais une SCI, fais une société, tu vois. Par contre, toi, tu te dis, ok, tu as envie de pouvoir toucher ton cash là tout de suite, pouvoir profiter de ton investissement. Est-ce que c'est du moins plus judicieux pour toi de passer par une SCI? J'en suis pas sûr, tu vois. Donc c'est pour ça que avant de choisir la fiscalité que tu veux, il faut déjà partir de l'objectif que tu as et ensuite choisir la meilleure fiscalité. C'est un peu, moi je vois la fiscalité un peu comme une paire de lunettes, tu vois. À chacun sa vision, à chacun sa vue. Le mec qui est myope, ben, il va pas mettre des lunettes de quelqu'un qui a stigmate et vice versa. Ben, en immobilier c'est pareil. En fonction de tes objectifs et en fonction de ta situation et des objectifs que tu vas pas faire les mêmes choix que ton voisin. Donc c'est pour ça que faut pas juste suivre bêtement et de façon bête et méchante ce que les gens vont te dire sur Internet ou en tout cas ce que tes voisins ou tes amis vont faire en immobilier. Il faut que tu puisses choisir la stratégie qui te convient à toi personnellement pour que tu sois sûr que tu aies du moins une fiscalité qui soit adaptée à ta situation et à tes objectifs. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu maîtrises les règles du jeu et pour ça il faut que tu te formes. Donc justement j'ai écrit un livre sur le sujet, donc si ça t'intéresse tu peux télécharger un exemplaire du livre dans la description. Et sixième erreur que je vois aussi que les gens vont faire, il y a l'erreur de la personne qui se dit ok moi je veux faire de la location courte durée mais je vais gérer ça moi-même et puis je vais faire ça un petit peu en mode je bricole. Alors, si tu te lances dans la location courte durée et en essayant de bricoler, ça va devenir, du moins, ça va devenir un bordel. Tu ne vas pas pouvoir tenir. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour toi de mettre en place un système qui va
te permettre d'automatiser la gestion du projet. Faut surtout pas essayer de se dire, un peu comme le mec qui veut faire les travaux lui-même, que tu vas gérer ça toi-même. C'est pas possible. Il faut que tu aies un système euh, qui te permettent de te soulager. Et si tu ne veux pas mettre ce système en place, à ce moment-là, éventuellement, tu peux passer par, je sais pas, une société de conciergerie qui va t'aider, qui va prendre ça en charge, mais en tout cas qui va prendre une partie de ta rentabilité. Mais en tout cas, faut surtout pas te dire que tu vas te lancer tout seul dans ce truc-là sans être équipé. Tu vas tu vas être blasé. En cours de route, ça va te saouler et tu n'auras qu'une envie, c'est de laisser tomber ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je dirais, avant de te lancer, pense à te former pour savoir quels sont les outils que tu pourras mettre en place, notamment pour pouvoir gérer la communication avec les clients si tu fais de la location courte durée. Et si tu ne veux pas faire ça ou si tu n'as pas envie de le faire, bah, à ce moment-là, de déléguer. Et si tu fais de la location, si tu fais de la location longue durée, personnellement, moi, je suis pas fan du fait de passer par une société, du moins, par une agence, parce que je me dis, euh, c'est quand même beaucoup d'argent de dépenser. Donner 7-8% de ta rentabilité à quelqu'un juste pour pouvoir faire une quittance de loyer, je trouve que c'est un peu beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, tu as énormément d'outils que tu peux utiliser pour justement gérer les quittances, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même dommage de devoir mettre tout ça en place. Donc voilà, en tout cas, c'était selon moi les 6 erreurs à ne pas commettre si toi tu veux te lancer sereinement aujourd'hui dans l'investissement immobilier. Si tu veux voir un petit peu plus d'exemples de comment nous on fait ce genre de projet immobilier, je t'invite à regarder cette vidéo-là et je te retrouve directement dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.